Bien le bonjour tout le monde. Nous sommes dans l'ouest de la Montérégie avec une forte délégation de candidats du Bloc québécois chez Monsieur et Madame Roy. En fait, c'est peut-être pas Monsieur et Madame Roy, mais je sais que Christian Roy s'appelle Christian Roy, puis je sais que Caroline, mais je connais pas votre nom de famille, Madame. Théoret. Théoret. Alors voilà. Et c'est fort intéressant parce que c'est une entreprise agricole qui fait du piment dans une quantité extrêmement impressionnante. Et ça nous permet d'aller à notre sujet de cet après-midi. Je nous rappelle un peu dans la foulée de ce matin qu'en mars 2020, le Bloc québécois avait déposé 22 propositions pour gérer les frontières. Et parmi celles-ci, il y avait de s'assurer du passage aux frontières des gens qui sont des travailleurs essentiels. Parmi les travailleurs essentiels dans le milieu agricole, il y a évidemment les travailleurs étrangers temporaires qui commencent à arriver ici dès le mois de mars selon les types de cultures, puis qui restent jusqu'à l'automne. C'est absolument crucial au fonctionnement de l'agriculture québécoise et ça a été géré d'une façon au mieux incertaine l'été dernier et encore cette année. Puis pour cette année, c'est beaucoup plus difficile à expliquer que pour l'année dernière. Le gouvernement fédéral, de notre point de vue, on l'avait dit l'an dernier, aurait dû accueillir, aurait dû exiger un test pour les travailleurs agricoles étrangers au départ de leur point d'origine, gérer les tests à l'arrivée, assumer la quarantaine, parce que ça aurait été la meilleure manière de jouer son rôle à titre d'État. Il s'y était refusé et il avait essentiellement pelleté les responsabilités qui sont les siennes dans la cour des producteurs. Il était chanceux, le fédéral. Il est tombé sur des producteurs québécois organisés, rigoureux, encadrés. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé à ceci près qu'il n'a pas retourné la faveur. Il n'a pas retourné la faveur parce que le système de gestion et d'accueil des travailleurs agricoles étrangers au Canada est extrêmement lourd, est extrêmement complexe et met à mal des entreprises agricoles déjà ébranlées par la pandémie. Je vous donne quelques exemples. Encore aujourd'hui, en pleine pénurie de main-d'œuvre, l'entreprise qui veut recevoir des travailleurs étrangers doit démontrer que le travailleur ne prendra pas, héritage du régime conservateur que les libéraux n'ont pas corrigé, ne prendra pas la job d'un bon Canadien. Quand on explique ça à un producteur agricole, il rit jaune. Il rit jaune. La pénurie de main-d'œuvre est telle que vous savez, comme quand moi j'étais jeune, il y a fort longtemps, là, les jeunes qui allaient passer leur été à accueillir des fraises ou des cocombes pour payer leurs études, ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est des travailleurs étrangers. Et tant mieux si c'est une contribution à l'économie de ces endroits-là pour lorsqu'ils retournent chez eux. L'année dernière, le gouvernement avait donné 1 500 $ par travailleur dans de grandes entreprises bien structurées qui reçoivent annuellement un nombre significatif de travailleurs. Ça allait bien. Pourquoi? Parce que les installations sont permanentes, c'était facile à gérer, c'est facile de faire une rotation pour les quarantaines et d'envoyer les travailleurs au champ. Cette année, c'est 750 $. Et dans les deux cas, les petites entreprises qui reçoivent 2, 3, 5 travailleurs n'avaient pas les installations, les équipements, la capacité d'encadrement, créant un enjeu extrêmement important. L'autre élément, c'est les retards. Les retards énormes du programme. Il arrive, et ce n'est même pas exceptionnel, que les travailleurs arrivent tellement tard qu'il est trop tard, que la récolte est perdue. Et je nous rappelle que le gouvernement fédéral charge 1 000 $ par dossier. Le gouvernement fédéral prend le chèque et ne livre pas le service, ne livre pas ce dont l'entreprise a besoin. Et l'autre élément, c'est la souplesse dans les tâches, dans les affectations. Une entreprise peut avoir besoin des travailleurs pendant essentiellement, mettons, mi-juin à mi-juillet, puis après ça, c'est moins utile, mais l'autre entreprise à côté aurait besoin de ces travailleurs-là, et la transition d'une entreprise à l'autre est une opération extrêmement complexe. L'année dernière, le Bloc québécois avait fait des suggestions qui avaient été développées en collaboration avec des entreprises et avec des gens de l'UPA. Il s'agissait à ce moment-là de dire, écoutez, est-ce qu'on peut créer des permis de travail de 3 ans? Puis à la fin de la première année, tu rajoutes la 4e. Puis à la fin de la 2e, tu rajoutes la 5e. Tu crées donc une espèce de prévisibilité et d'allègement administratif au bénéfice des entreprises.
pour lesquels, de toute façon, très souvent, ce sont les mêmes travailleurs qui reviennent une année après l'autre, après l'autre. On avait parlé aussi d'alléger les études pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bons Canadiens qui auraient pris ces emplois-là, puisqu'on sait que l'exercice est passablement puéril. Est-ce qu'on doit tout arrêter au complet? Peut-être qu'il peut encore y avoir un minimum. Mais déjà, si tu le fais une fois, que c'est prolongé automatiquement, tu viens d'enlever une charge énorme à des entreprises qui, en général, n'ont pas la ressource pour gérer la lourdeur administrative de ce programme. On suggérait la possibilité de mise en commun, que les travailleurs agricoles étrangers puissent être invités, engagés par une combinaison de plusieurs entreprises qui pourraient, au gré des récoltes et des besoins des unes et des autres, se partager les travailleurs à l'intérieur d'un cadre administratif qui serait resté tout à fait respectueux et rigoureux. Et on avait aussi demandé, et on a réinsisté cette année, de prioriser les dossiers des travailleurs agricoles parmi les dossiers des travailleurs étrangers. Parce que dans le monde agricole, si tu n'as pas tes travailleurs au moment de la récolte, puis souvent c'est au moment du sarclage, puis au moment de la plantation, puis il n'y aura pas de récolte. On nous a dit l'année dernière, et on nous a redit cette année, puis c'est des chiffres qui viennent du milieu agricole, que c'est possiblement des centaines de millions de dollars de récoltes qui ont pourri au champ. C'est tout à fait inacceptable. Et ça l'est d'autant plus que si on pouvait dire l'année dernière, « Ah, vous comprenez, on est dans l'urgence, il est tard, on n'a pas le temps d'implanter ça. » Là, ils ont eu 1 an. Ils pourraient dire, oui, mais on a eu 1 an, on n'a pas eu le temps de compléter. Non, non. Ils ont eu 1 an, puis ils n'ont pas commencé. Ils ont eu 1 an, puis ils n'ont pas essayé. Ils ont eu 1 an, puis ils n'ont pas considéré des solutions qui venaient du milieu. Puis qui venaient, ben oui, on va se le dire, qui venaient notamment du Bloc québécois, parce qu'on a tendance à en sortir pas mal, puis à en sortir beaucoup. Puis quand ça va bien, elles sont reprises et elles sont appliquées. Et ça aurait été très bon pour le milieu agricole si les suggestions qu'on a faites il y a maintenant plus d'1 an avaient été mises en place. C'est beaucoup d'argent perdu. C'est un ralentissement pour la relance de notre activité économique. Et la question que je nous pose maintenant, encore une fois, en rappelant que nous, on fait des propositions, c'est est-ce que le milieu agricole a les moyens d'un autre gouvernement libéral? Et si c'est pour être le cas, est-ce que le milieu agricole a les moyens que ce gouvernement libéral ait les coups des franches, soit majoritaire, et ne subisse même pas une surveillance et la rigueur d'un Parlement qui peut, parfois, le rappeler à l'ordre? Merci beaucoup. Nous allons maintenant débuter la période des questions. Je rappelle une question suivie par journaliste. Nous allons débuter avec les questions en présence, suivies des questions en mode virtuel. Première question, Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Monsieur Blanchet, on vous en a déjà parlé de la plateforme conservatrice qui semble contenir des mesures spécifiques pour le Québec. Monsieur O'Toole est à Québec aujourd'hui. Ils ont attaqué, entre autres, votre position sur le 3e lien, la neutralité, dont vous avez parlé plus tôt cette semaine. Quelle menace représentent les conservateurs pour vous au Québec? J'espère qu'on n'a pas à considérer les autres formations politiques à travers la lorgnette de la menace. Les conservateurs font une offre politique dont je prétends qu'elle s'éloigne de ce qu'est le Québec. Lorsque les conservateurs veulent compromettre le projet canadien de reprendre le modèle québécois en matière de garderie qui, lui, est hérité du travail à l'époque de Mme Marois, on se rend compte qu'ils s'éloignent beaucoup des valeurs québécoises. Lorsque la majorité du caucus reste hostile au fait que les femmes disposent de leur propre corps, ils s'éloignent beaucoup des valeurs des Québécois. Lorsqu'ils sont hostiles au contrôle des armes à feu, ils s'éloignent beaucoup des valeurs des Québécois. Lorsqu'ils restent profondément accrochés dans le déni des dangers que représente l'exploitation des énergies fossiles de l'Ouest canadien, alors que non seulement l'avenir n'est pas là, mais le danger est là, ils s'éloignent beaucoup des valeurs des Québécois. Et dans cette mesure-là, c'est pas une menace ou pas une menace. Faites votre offre politique. Le Bloc québécois fera son offre politique. Et les gens de la région de Québec, et les gens de Chicoutimi-le-Fjord, et les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, et les gens de Richmond-Arthabasca ou de Charlebourg, Haute-Saint-Charles feront leur choix. D'accord. Puis, au sujet de la vaccination, hier, M. Trudeau a dit que pour les travailleurs fédéraux, il allait avoir des conséquences pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Monsieur Legault aussi, là, pour les travailleurs de la santé, mais je sais que vous allez me dire que c'est de ressort provincial. Mais par contre, pour les travailleurs sous juridiction fédérale, êtes-vous en faveur de conséquences pour les travailleurs qui ne sont pas vaccinés?
Je ne suis pas en faveur que le fédéral s'invente une juridiction qu'il n'a pas en matière de santé publique. Alors, je ne suis certainement pas en faveur que le fédéral invente des sanctions contre les gens qui ne se soumettraient pas à ses dictats, d'autant plus que les hauts fonctionnaires de ce même gouvernement ont établi que l'application n'était pas possible parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas, puis il y a des gens qui ne pourront pas, puis la viabilité de la mesure était hautement douteuse. Donc, tu ne corriges pas une erreur par une autre erreur. Il n'aurait pas dû aller vers cette annonce de vaccination obligatoire en partant, et ils ne corrigeront pas cette erreur-là en disant qu'en plus, Justin Trudeau va se transformer en père fouettard, bonjour la crédibilité, pour essayer d'imposer ça à ses fonctionnaires, auxquels, dans bien des cas, il n'a même pas encore été capable de fournir une paye adéquate. Alors, vous dites, c'est pas Nous réaliste. allons passer à la C'est pas prochaine faisable. question. C'est pas souhaitable de le considérer. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour. Depuis quelques jours, donc, on constate des fois, vous faites prendre en photo et des citoyens qui vous approchent, il y a des gens qui klaxonnent. Est-ce que, selon vous, ça traduit actuellement une tendance ou est-ce que vous sentez qu'il y a une progression du parti dans les intentions de vote actuellement? Je serai très prudent avec ça. Comment dire? Pour un camion qui klaxonne, il y en a 50 qui le font pas. Je sais pas si ces 50-là klaxonnent si jamais ils croisent M. Trudeau. Et la capacité d'exprimer l'appréciation n'est pas la même. La poignée de main franche, la tape sur l'épaule, l'accolade. Et moi, je retrouve chaque jour, mais ne serait-ce que mes collègues, là, j'ai envie de donner une tape sur l'épaule à mon chum terrien, là, mais tout ça, on n'a pas le droit. Puis c'est vrai avec les citoyens aussi. Puis c'est frustrant de dire à une dame qui voulait me parler au restaurant, non, madame, je peux pas vous donner la main, puis une visite d'entreprise, puis non, tu peux pas donner la main. Fait que c'est dur de mesurer. Je vous dirais que quand j'ai repris la route en juin pour la tournée d'été, je me demandais comment les gens allaient réagir et nous recevoir. Et malgré les restrictions, je sens que l'accueil est encore très, très chaleureux. Je n'ai pas à me plaindre de ça, mais je n'en tire pas d'interprétation autre que le désir de faire encore mieux jusqu'à la fin de la campagne. Vous avez quand même dit, je crois que c'est dimanche, qu'il y avait quand même des bons chiffres. Vous regardiez les chiffres dans les circonscriptions des adversaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, pour votre parti, de monter trop vite? Parce que vous savez, c'est arrivé c'est pas votre première campagne, là, vous savez comment ça marche, là. Mais si on monte trop vite, on risque de redescendre après. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous montiez un peu trop vite au début, mais que vous ne puissiez pas maintenir la tendance? C'est forcément un risque, mais il n'y a pas vraiment de réponse ou d'alternative à ça. On ne peut pas arrêter de présenter nos idées, de faire le bilan du gouvernement Trudeau, de parcourir les circonscriptions du Québec. On n'est pas pour essayer d'être pas bon ou plate pour pas monter trop vite, mais ça met la barre haute. Et confidence pour confidence, on était dans l'autobus hier, puis je disais à l'équipe, il faut que je tempère mes élans parfois, parce qu'on a un bon début de campagne et on place le standard de la campagne du Bloc élevé et il va falloir tenir ce standard-là. Et on doit aussi s'attendre à ce que les tactiques politiques auxquelles on va être confrontés deviennent moins élégantes. Nous allons passer à la prochaine question de Rafi de CBC. Bonjour, M. Blanchette. In this context of a pandemic, you've said a few times how you're not shaking hands, you're keeping your distance, you're obviously not surrounded by large crowds anywhere we've been so far. How much of a challenge do you think this is presenting for you in terms of how your party is performing? I do not think it changes very much about how our party is performing. I think people are building a perhaps severe judgment on the Prime Minister who doesn't seem to be so careful about how he behaves when he encounters people. The hardest part is, I think it's for us on the field. It's for the candidates not being allowed to live this part of a campaign which is festive. There's something happy in a campaign, meeting with people and challenging ideas, and it's kind of a sport somehow. But now this sport is prevented from parts of what is usual in a campaign. And on the long run, I believe it might be a little hard, but I do not believe it will have some
adverse effects on the results of the party. Okay. And you obviously speak about Justin Trudeau a lot, but you don't really mention the Conservatives until me or another journalist brings them up in a question. They, in their platform, I think, mentioned Quebec some 43 times, make a lot of promises towards Quebec. They're in Quebec today, as you know. Is there a bit of a charm offensive going on with them? And do you feel at all that you are now facing two rival political parties, not just traditionally the Liberals as the Bloc does? The Conservatives are still pretty strong in the region of Quebec City. When I was a kid, sometimes I was not so quiet. And at school, I had to write the same thing 100 times in order to get forgiveness from the teacher. But I'm not sure it did work. So I'm not certain that even if the Conservatives write Quebec 273 times in their program, it will make them any closer to what Quebecers are or believe in. A pleasure. On m'indique qu'il n'y a pas de questions en mode virtuel, alors ceci met fin à la conférence de presse. Merci à tous et à toutes. Ce fut un plaisir.